La peau de chagrin, Honoré de Balzac, L'agonie. Dans les premiers jours du mois de décembre, un vieillard septuagénaire allait malgré la pluie par la rue de Varennes en levant le nez à la porte de chaque hôtel et cherchant l'adresse de monsieur le marquis Raphaël de Valentin avec la naïveté d'un enfant et l'air absorbé des philosophes. L'empreinte d'un violent chagrin aux prises avec un caractère despotique éclatait sur cette figure accompagnée de longs cheveux gris en désordre, desséchés comme un vieux parchemin qui se tord dans le feu. Si quelque peintre eût rencontré ce singulier personnage, vêtu de noir, maigre et ossu, sans doute il aurait de retour à l'atelier transfiguré sur son album en inscrivant au-dessous du portrait « Poète classique en quête d'une rime ». Après avoir vérifié le numéro qui lui avait été indiqué, cette vivante palingénésie de Rollin frappa doucement à la porte d'un magnifique hôtel. « Monsieur Raphaël y est-il » demanda le bonhomme à un Suisse en livrée. « Monsieur le marquis ne reçoit personne » répondit le valet en avalant une énorme mouillette qu'il retirait d'un large bol de café. « Sa voiture est là » répondit le vieil inconnu en montrant un brillant équipage arrêté sous le dais de bois qui représentait une tente de coutil et par lequel les marches de perron étaient abritées. « Il va sortir, je l'attendrai. »« Ah, mon ancien, vous pourriez bien rester ici jusqu'à demain matin, » reprit le Suisse. « Il y a toujours une voiture prête pour monsieur, mais sortez, je vous en prie. Je perdrais 600 francs de rente si je laissais une seule fois entrer sans ordre une personne étrangère à l'hôtel. » En ce moment, un grand vieillard dont le costume ressemblait assez à celui d'un huissier ministériel sortit du vestibule et descendit précipitamment quelques marches en examinant le vieux solliciteur ébahi. « Au surplus, voici monsieur Jonatas, » dit le Suisse. « Parlez-lui. » Les deux vieillards, attirés l'un vers l'autre par une sympathie ou par une curiosité mutuelle, se rencontrèrent au milieu de la vaste cour d'honneur, à un rond-point où croassaient quelques touffes d'herbe entre les pavés. Un silence effrayant régnait dans cet hôtel. En voyant Jonatas, vous eussiez voulu pénétrer le mystère qui planait sur sa figure et dont parlaient les moindres choses dans cette maison morne. Le premier soin de Raphaël en recueillant l'immense succession de son oncle avait été de découvrir où vivait le vieux serviteur dévoué sur l'affection duquel il pouvait compter. Jonatas pleura de joie en revoyant son jeune maître, auquel il croyait avoir dit un éternel adieu. Mais rien n'égala son bonheur quand le marquis le promut aux éminentes fonctions d'intendant. Le vieux Jonatas devint une puissance intermédiaire placée entre Raphaël et le monde entier. Ordonnateur suprême de la fortune de son maître, exécuteur aveugle d'une pensée inconnue, il était comme un sixième sens à travers lequel les émotions de la vie arrivaient à Raphaël. « Monsieur, je désirerais parler à monsieur Raphaël, » dit le vieillard à Jonatas en montant quelques marches du perron pour se mettre à l'abri de la pluie. « Parler à monsieur le marquis » s'écria l'intendant. « À peine m'adresse-t-il la parole à moi, son père nourricier. »« Mais je suis aussi son père nourricier, » s'écria le vieil homme. « Si votre femme l'a jadis allaité, je lui ai fait sucer moi-même le sein des muses. Il est mon nourrisson, mon enfant, carus alumnus. J'ai façonné sa cervelle, cultivé son entendement, développé son génie, et, j'ose le dire, à mon honneur et gloire. N'est-il pas un des hommes les plus remarquables de notre époque? Je l'ai eu sous moi en 6e, en 3e et en rhétorique. Je suis son professeur. »« Ah, monsieur et monsieur Porriquet. »« Précisément, mais monsieur... » Chut, chut, fit Jonatas à deux marmitons dont les voix rompaient le silence claustral dans lequel la maison était ensevelie. « Mais monsieur, » reprit le professeur, « monsieur le marquis serait-il malade ?»« Mon cher monsieur, » répondit Jonatas, « Dieu seul sait ce qui tient mon maître. Voyez-vous, il n'existe pas à Paris 2 maisons semblables à la nôtre. Entendez-vous, 2 maisons? Ma foi, non.
Monsieur le marquis a fait acheter cet hôtel qui appartenait précédemment à un duc et pair. Il a dépensé 300 000 francs pour le meubler. Voyez-vous, c'est une somme, 300 000 francs. Mais chaque pièce de notre maison est un vrai miracle. Bon, me suis-je dit en voyant cette magnificence, c'est comme chez défunt monsieur son père. Le jeune marquis va recevoir la ville et la cour. Point. Monsieur n'a voulu voir personne. Il mène une drôle de vie, monsieur Pourriquet, entendez-vous? Une vie inconciliable. Monsieur se lève tous les jours à la même heure. Il n'y a que moi seul, voyez-vous, qui puisse entrer dans sa chambre. J'ouvre à 7 heures, été comme hiver. Cela est convenu singulièrement. Étant entré, je lui dis « Monsieur le marquis, il faut vous réveiller, vous habiller. » Il se réveille et s'habille. Je dois lui donner sa robe de chambre, toujours faite de la même façon, de la même étoffe. Je suis obligé de la remplacer quand elle ne pourra plus servir, rien que pour lui éviter la peine d'en demander une neuve. C'est imagination. Au fait, il a 1 000 francs à manger par jour. Il fait ce qu'il veut, ce cher enfant. D'ailleurs, je l'aime tant qu'il me donnerait un soufflet sur la joue droite que je tendrais la gauche. Il me dirait de faire des choses plus difficiles, je les ferai encore, vous entendez-vous? Au reste, il m'a chargé de tant de vétilles que j'ai de quoi m'occuper. Il lit les journaux. Pas vrai, ordre de les mettre au même endroit. Sur la même table. Je viens aussi à la même heure lui faire moi-même la barbe et je ne tremble pas. Le cuisinier perdrait 1 000 écus de rente viagère qui l'attendent après la mort de monsieur si le déjeuner ne se trouvait pas inconciliablement servi devant monsieur à 10 heures tous les matins et le dîner à 5 heures précises. Le menu est dressé pour l'année entière jour par jour. Monsieur le marquis n'a rien à souhaiter. Il y a des fraises quand il y a des fraises, et le premier maquereau qui arrive à Paris, il le mange. Le programme est imprimé, il le sait le matin, son dîner par cœur. Pour lors, il s'habille à la même heure avec les mêmes habits, le même linge, posé toujours par moi, entendez-vous, sur le même fauteuil. Je dois encore veiller à ce qu'il ait toujours le même drap. En cas de besoin, si sa redingote s'abîme, une supposition, la remplacer par une autre sans lui dire un mot. S'il fait beau, j'entre et je dis à mon maître « Vous devriez sortir, monsieur ». Il me répond oui ou non. S'il a l'idée de se promener, il n'attend pas ses chevaux, ils sont toujours attelés. Le cocher reste inconciliablement fouet en main, comme vous le voyez là. Le soir après mon dîner, monsieur va un jour à l'opéra et l'autre aux Italiens. Mais non, il n'est pas encore allé aux Italiens. Je n'ai pu me procurer une loge qu'hier. Puis il rentre à 11 heures précises pour se coucher. Pendant les intervalles de la journée où il ne fait rien, il lit toujours, voyez-vous, une idée qu'il a. J'ai ordre de lire avant lui le journal de la librairie afin d'acheter les livres nouveaux, afin qu'il les trouve le jour même de leur vente sur sa cheminée. J'ai la consigne d'entrer d'heure en heure chez lui pour veiller au feu, à tout, pour voir à ce qu'il ne manque rien. Il m'a donné, monsieur, un petit livre à apprendre par cœur, et où sont écrits tous mes devoirs, un vrai catéchisme. En été, je dois avec des tas de glace maintenir la température au même degré de fraîcheur et mettre en tout temps des fleurs nouvelles partout. Il est riche. Il a 1 000 francs à manger par jour. Il peut faire ses fantaisies. Il a été privé assez longtemps du nécessaire, le pauvre enfant. Il ne tourmente personne, il est bon comme le pain. Jamais il ne dit mot, mais, par exemple, silence complet à l'hôtel et dans le jardin. Enfin, mon maître n'a un seul désir à former, tout marche au doigt et à l'œil et recta. Et il a raison. Si l'on ne tient pas les domestiques, tout va à la débandade. Je lui dis tout ce qu'il doit faire et il m'écoute. Vous ne sauriez croire à quel point il a poussé la chose. Ses appartements sont comment donc? Ah, en enfilade. Eh bien, il ouvre, une supposition, la porte de sa chambre ou de son cabinet, craque, tous les portes s'ouvrent d'elles-mêmes par un mécanisme. Pour lors, il peut aller d'un bout à l'autre de sa maison sans trouver une seule porte fermée. C'est gentil, et commode, et agréable pour nous autres. Ça nous a coûté gros, par exemple. Enfin, finalement, monsieur Pourriquet, il m'a dit « Jonatas, tu auras soin de moi comme d'un enfant au maillot. » Au maillot, oui, monsieur, au maillot, qu'il a dit.
tu penseras à mes besoins, pour moi. Je suis le maître, vous entendez? Et il est quasiment le domestique. Le pourquoi? Ah, par exemple, voilà ce que personne au monde ne sait, que lui est le bon Dieu. C'est inconciliable. Il fait un poème, s'écria le vieux professeur. Vous croyez, monsieur, qu'il fait un poème? C'est donc bien assujettissant, ça. Mais voyez-vous, je ne crois pas. Il me répète souvent qu'il veut vivre comme une végétation en végétant. Et pas plus tard qu'hier, monsieur Porriquet, il regardait une tulipe et il disait en s'habillant « Voilà ma vie, je végète mon pauvre Jonatas ». À cette heure, d'autres prétendent qu'il est monomane. C'est inconciliable. Tout me prouve, Jonatas, reprit le professeur avec une gravité magistrale qui imprima un profond respect au vieux valet de chambre, que votre maître s'occupe d'un grand ouvrage. Il est plongé dans de vastes méditations et ne veut pas en être distrait par les préoccupations de la vie vulgaire. Au milieu de ses travaux intellectuels, un homme de génie oublie tout. Un jour, le célèbre Newton... « Ah, Newton, ben, dit Jonatas, je ne le connais pas. » Newton, un grand géomètre, reprit Porriquet, passa 24 heures le coude appuyé sur une table. Quand il sortit de sa rêverie, il croyait le lendemain être encore à la veille, comme il eût dormi. Je vais aller le voir, ce cher enfant. Je peux lui être utile. Minute, s'écria Jonatas. Vous seriez le roi de France, l'ancien, 100 ans, que vous n'entreriez pas, à moins de forcer les portes et de me marcher sur le corps. Mais monsieur Porriquet, je cours lui dire que vous êtes là. Et je lui demanderai comme ça, faut-il le faire monter? Il répondra oui ou non. Jamais je ne lui dis souhaitez-vous ou voulez-vous, désirez-vous. Ces mots-là sont rayés de la conversation. Une fois il m'en est échappé un. Veux-tu me faire mourir? M'a-t-il dit tout en colère. Jonatas laissa le vieux professeur dans le vestibule, en lui faisant signe de ne pas avancer. Mais il revint promptement avec une réponse favorable et conduisit le vieil émérite à travers de somptueux appartements dont toutes les portes étaient ouvertes. Porriquet aperçut de loin son élève au coin d'une cheminée. Enveloppé d'une robe de chambre à grands dessins et plongé dans un fauteuil à ressort, Raphaël lisait le journal. L'extrême mélancolie à laquelle il paraissait être en proie était exprimée par l'attitude maladive de son corps affaissé. Elle était peinte sur son front, sur son visage pâle, comme une fleur étiolée. Une sorte de grâce efféminée et les bizarreries particulières aux malades riches distinguaient sa personne. Ses mains, semblables à celles d'une jolie femme, avaient une blancheur molle et délicate. Ses cheveux blonds, devenus rares, se bouclaient autour de ses tempes par une coquetterie recherchée. Une calotte grecque, entraînée par un gland trop lourd pour le léger cachemire dont elle était faite, pendait sur un côté de sa tête. Il avait laissé tomber à ses pieds le couteau de la malachite, enrichi d'or dont il s'était servi pour couper les feuilles d'un livre. Sur ses genoux était le bec d'ambre d'un magnifique ouka de l'Inde, dont les spirales émaillées gisaient comme un serpent dans sa chambre, et il oubliait d'en sucer les frais parfums. Cependant, la faiblesse générale de son jeune corps était démentie par les yeux bleus où toute la vie semblait s'être retirée, où brillait un sentiment extraordinaire qui saisissait tout d'abord. Ce regard faisait mal à voir. Les uns pouvaient y lire du désespoir, d'autres y devinaient un combat intérieur aussi terrible qu'un remords. C'était le coup d'œil profond de l'impuissant qui refoule ses désirs au profond de son cœur, ou celui de l'avare jouissant par la pensée de tous les plaisirs que son argent pourrait lui procurer, et s'y refusant pour ne pas amoindrir son trésor, ou le regard de Prométhée enchaîné, de Napoléon déchu qui apprend à l'Élysée en 1815 la faute stratégique commise par ses ennemis qui demandent le commandement pour 24 heures et ne l'obtient pas. Véritable regard de conquérant et de damné. Et mieux encore, le regard que plusieurs mois auparavant, Raphaël avait jeté sur la scène ou sur sa dernière pièce d'or mise au jeu. Il soumettait sa volonté, son intelligence au grossier bon sens d'un vieux paysan à peine civilisé par une domesticité de 50 années.
Presque joyeux de devenir une sorte d'automate, il abdiquait la vie pour vivre, et dépouillait son âme de toutes les poésies du désir. Pour mieux lutter avec la cruelle puissance dont il avait accepté le défi, il s'était fait chaste à la manière d'Origène, en châtrant son imagination. Le lendemain du jour où, soudainement enrichi par un testament, il avait vu décroître la peau de chagrin, il s'était trouvé chez son notaire. Là, un médecin assez en vogue avait raconté sérieusement au dessert la manière dont un Suisse attaqué de pulmonie s'en était guéri. Cet homme n'avait pas dit un mot pendant 10 ans et s'était soumis à ne respirer que 6 fois par minute dans l'air épais d'une vacherie, en suivant un régime alimentaire extrêmement doux. « Je serai cet homme », se dit en lui-même Raphaël, qui voulait vivre à tout prix. Au sein du luxe, il mena la vie d'une machine à vapeur. Quand le vieux professeur envisagea ce jeune cadavre, il tressaillit. Tout lui semblait artificiel dans ce corps fluet et débile. En apercevant le marquis à l'œil dévorant, au front chargé de pensées, il ne put reconnaître les lèvres au teint frais et rose, aux membres juvéniles dont il avait gardé le souvenir. Si le classique bonhomme, critique sagace et conservateur du bon goût, avait lu Lord Byron, il aurait cru voir Manfred, là où il aurait voulu voir Childe Harold. « Bonjour, père Porriquet », dit Raphaël à son professeur en pressant les doigts glacés du vieillard dans une main brûlante et moite. « Comment vous portez-vous ?»« Mais moi je vais bien, » répondit le vieillard effrayé par le contact de cette main fiévreuse. « Et vous ?»« Oh, j'espère me maintenir en bonne santé. »« Vous travaillez sans doute à quelque bel ouvrage ?»« Non, » répondit Raphaël. « Exegi monumentum, père Porriquet. J'ai achevé une grande page et j'ai dit adieu pour toujours à la science. À peine sais-je où se trouve mon manuscrit. »« Le style en est pur, sans doute, » demanda le professeur. « Vous n'aurez pas, j'espère, adopté le langage barbare de cette nouvelle école qui croit faire merveille en inventant Ronsard. »« Mon ouvrage est une œuvre purement physiologique. »« Oh, tout est dit, » reprit le professeur. « Dans les sciences, la grammaire doit se prêter aux exigences des découvertes. Néanmoins, mon enfant, un style clair, harmonieux, la langue de Massillon, de M. de Buffon, du grand Racine, un style classique, enfin, ne gâte jamais rien. »« Mais mon ami, » reprit le professeur en s'interrompant, « j'oubliais l'objet de ma visite. C'est une visite intéressée. » Se rappelant trop tard la verbeuse élégance et les éloquentes périphrases auxquelles un long professorat avait habitué son maître, Raphaël se repentit presque de l'avoir reçu. Mais au moment où il allait souhaiter de le voir dehors, il comprima promptement son secret désir en jetant un furtif coup d'œil à la peau de chagrin. Suspendu devant lui et appliqué sur une étoffe blanche où ses contours fatidiques étaient soigneusement dessinés par une ligne rouge qui l'encadrait exactement. Depuis la fatale orgie, Raphaël étouffait le plus léger de ses caprices et vivait de manière à ne pas causer le moindre tressaillement à ce terrible talisman. La peau de chagrin était comme un tigre avec lequel il fallait lui vivre, sans en réveiller la férocité. Il écouta donc patiemment les amplifications du vieux professeur. Le père Porriquet mit 1 heure à lui raconter les persécutions dont il était devenu l'objet depuis la Révolution de Juillet. Le bonhomme, voulant un gouvernement fort, avait émis le vœu patriotique de laisser les épiciers à leur comptoir, les hommes d'État au maniement des affaires publiques, les avocats au palais, les pairs de France au Luxembourg, mais un des ministres populaires du roi citoyen l'avait banni de sa chaire en l'accusant de carlisme. Le vieillard se trouvait sans place, sans retraite et sans pain. Étant la providence d'un pauvre neveu dont il payait la pension au séminaire de Saint-Sulpice, il venait, moins pour lui-même que pour son enfant adoptif, prier son ancien élève de réclamer auprès du nouveau ministre non sa réintégration, mais l'emploi de proviseur dans quelque collège de province. Raphaël était en proie à une somnolence invincible lorsque la voix monotone du bonhomme cessa de retentir à ses oreilles.
Obligé par politesse de regarder les yeux blancs et presque immobiles de ce vieillard au débit lent et lourd, il avait été stupéfié, magnétisé par une inexplicable force d'inertie. « Eh bien, mon bon père Porriquet, répliqua-t-il sans avoir précisément à quelle interrogation il répondait, « je n'y puis rien, rien du tout. Je souhaite bien vivement que vous réussissiez. » En ce moment, sans apercevoir l'effet que produisirent sur le front jaune et ridé du vieillard ces banales paroles, pleines d'égoïsme et d'insouciance, Raphaël se dressa comme un jeune chevreuil effrayé. Il vit une légère ligne blanche entre le bord de la peau noire et le dessin rouge. Et il poussa un cri si terrible que le pauvre professeur en fut épouvanté. « Allez, vieille bête !» s'écria-t-il, « vous serez nommé proviseur. Ne pouviez-vous pas me demander une rente viagère de 1000 écus plutôt qu'un souhait homicide? Votre visite ne m'aurait rien coûté. Il y a 100 000 emplois en France et je n'ai qu'une vie. Une vie d'homme vaut plus que tous les emplois du monde. Jonatas !» Jonatas parut. « Voilà de tes œuvres, triple sot. Pourquoi m'as-tu proposé de recevoir monsieur ?» dit-il en lui montrant le vieillard pétrifié. « T'ai-je remis mon âme entre les mains pour la déchirer? Tu m'arraches en ce moment 10 années d'existence. Encore une faute comme celle-ci, et tu me conduiras à la demeure où j'ai conduit mon père. N'aurais-je pas mieux aimé posséder la belle Fédora que d'obliger cette vieille carcasse, espèce de haillon humain? J'ai de l'or pour lui. D'ailleurs, quand tous les porriquets du monde mourraient de faim, qu'est-ce que cela me ferait ?» La colère avait blanchi le visage de Raphaël. Une légère écume sillonnait ses lèvres tremblantes, et l'expression de ses yeux était sanguinaire. À cet aspect, les deux vieillards furent saisis d'un tressaillement convulsif, comme deux enfants en présence d'un serpent. Le jeune homme tomba sur son fauteuil. Il se fit une sorte de réaction dans son âme. Des larmes coulèrent abondamment de ses yeux flamboyants. « Ô ma vie, ma belle vie !» dit-il. « Plus de bienfaisantes pensées, plus d'amour, plus rien. » Il se tourna vers le professeur. « Le mal est fait, mon vieil ami, » reprit-il d'une voix douce. « Je vous aurai largement récompensé de vos soins, et mon malheur aura du moins produit le bien d'un bon et digne homme. » Il avait tant d'âme dans l'accent qui nuança ses paroles presque inintelligibles que les deux vieillards pleurèrent comme on pleure en entendant un air attendrissant chanté dans une langue étrangère. « Il est épileptique, » dit Porriquet à voix basse. « Je reconnais votre bonté, mon ami, » reprit doucement Raphaël. « Vous voulez m'excuser? La maladie est un accident, l'inhumanité serait un vice. Laissez-moi maintenant, » ajouta-t-il. « Vous recevrez demain ou après-demain, peut-être même ce soir, votre nomination, car la résistance a triomphé du mouvement. Adieu. » Le vieillard se retira, pénétré d'horreur et en proie à de vives inquiétudes sur la santé morale de Valentin. Cette scène avait eu pour lui quelque chose de surnaturel. Il doutait de lui-même et s'interrogeait comme s'il se fût réveillé après un songe pénible. « Écoute, Jonatas, » reprit le jeune homme en s'adressant à son vieux serviteur. « Tâche de comprendre la mission que je t'ai confiée. »« Oui, monsieur le marquis. »« Je suis comme un homme mis hors de la loi commune. »« Oui, monsieur le marquis. » Toutes les jouissances de la vie se jouent autour de mon lit de mort et dansent comme de belles femmes devant moi. Si je les appelle, je meurs. Toujours la mort. Tu dois être une barrière entre le monde et moi. « Oui, monsieur le marquis, » dit le vieux valet en essuyant les gouttes de sueur qui chargeaient son front ridé. « Mais si vous ne voulez pas voir de belles femmes, comment ferez-vous ce soir aux Italiens? Une famille anglaise qui repart pour Londres m'a cédé le reste de son abonnement, et vous avez une belle loge, une loge superbe aux premières. » Tombé dans une profonde rêverie, Raphaël n'écoutait plus. « Voyez-vous cette fastueuse voiture, ce coupé simple en dehors de couleur brune, mais sur les panneaux duquel brille l'écusson d'une antique et noble famille? Quand ce coupé passe rapidement, les grisettes l'admirent, en convoitent le satin jaune, le tapis de savonnerie.
la passementerie fraîche comme une paille de riz, les moelleux coussins et les glaces muettes. Deux laquais, en livrée, se tiennent derrière cette voiture aristocratique. Mais au fond, sur la soie, gît une tête brûlante aux yeux cernés, la tête de Raphaël, triste et pensif. Fatale image de la richesse! Il court à travers Paris comme une fusée, arrive au péristyle du théâtre Favart, le marchepied se déploie, ses deux valets le soutiennent, une foule envieuse le regarde. Qu'a-t-il fait celui-là pour être si riche? Dit un pauvre étudiant en droit qui, faute d'un écu, ne pouvait entendre les magiques accords de Rossini. Raphaël marchait lentement dans les corridors de la salle. Il ne se promettait aucune jouissance de ces plaisirs si fort enviés jadis. En attendant le second acte de la Sémiramide, il se promenait au foyer, errait à travers les galeries, insouciant de sa loge dans laquelle il n'était pas encore entré. Le sentiment de la propriété n'existait déjà plus au fond de son cœur. Semblable à tous les malades, il ne songeait qu'à son mal. Appuyé sur le manteau de la cheminée, autour de laquelle abondaient au milieu du foyer les jeunes et les vieux élégants, d'anciens et de nouveaux ministres, des pères sans péri et des péris sans père, tels que les a faites la Révolution de Juillet, enfin tout un monde de spéculateurs et de journalistes, Raphaël vit à quelques pas de lui, parmi toutes les têtes, une figure étrange et surnaturelle. Il s'avança en clignant les yeux fort insolemment vers cet être bizarre, afin de le contempler de plus près. « Quelle admirable peinture !» se dit-il. Les sourcils, les cheveux, la virgule à la Mazarin, que montrait vaniteusement l'inconnu, étaient teints en noir. Mais appliqué sur une chevelure sans doute trop blanche, le cosmétique avait produit une couleur violâtre et fausse dont les teintes changeaient suivant les reflets plus ou moins vifs des lumières. Son visage étroit et plat, dont les rides étaient comblées par d'épaisses couches de rouge et de blanc, exprimait à la fois la ruse et l'inquiétude. Cette enluminure manquait à quelque endroit de la face et faisait singulièrement ressortir sa décrépitude et son teint plombé. Aussi était-il impossible de ne pas rire en voyant cette tête au menton pointu, au front proéminent, assez semblable à ces grotesques figures de bois sculptées en Allemagne par les bergers pendant leurs loisirs. En examinant tour à tour ce vieil Adonis et Raphaël, un observateur aurait cru reconnaître dans le marquis les yeux d'un jeune homme sous le masque d'un vieillard, et dans l'inconnu les yeux ternes d'un vieillard sous le masque d'un jeune homme. Valentin cherchait à se rappeler en quelles circonstances il avait vu ce petit vieux sec, bien cravaté, botté en adulte, qui faisait sonner ses éperons et se croisait les bras comme s'il avait toutes les forces d'une pétulante jeunesse à dépenser. Sa démarche n'accusait rien de gêné ni d'artificiel. Son élégant habit, soigneusement boutonné, déguisait une antique et forte charpente, en lui donnant la tournure d'un vieux fat qui suit encore les modes. Cette espèce de poupée, pleine de vie, avait pour Raphaël tous les charmes d'une apparition, et il le contemplait comme un vieux Rembrandt, enfumé, récemment restauré, verni, mis dans un cadre neuf. Cette comparaison lui fit retrouver la trace de la vérité dans ses confus souvenirs. Il reconnut le marchand de curiosités, l'homme auquel il devait son malheur. En ce moment, un rire muet échappait à ce fantastique personnage et se dessinait sur ses lèvres froides tendues par un faux râtelier. À ce rire, la vive imagination de Raphaël lui montra dans cet homme de frappantes ressemblances avec la tête idéale que les peintres ont donnée au Méphistophélès de Goethe. 1000 superstitions s'emparèrent de l'âme forte de Raphaël. Il crut alors à la puissance du démon, à tous les sortilèges rapportés dans les légendes du Moyen-Âge et mis en œuvre par les poètes. Se refusant avec horreur au sort de Faust, il invoqua soudain le ciel, ayant comme les mourants une foi fervente en Dieu, en la Vierge Marie. Une radieuse et fraîche lumière lui permit d'apercevoir le ciel de Michel-Ange et de Sanzio d'Urbain. Les nuages, un vieillard à barbe blanche, des têtes ailées, une belle femme assise dans une auréole,
Maintenant, il comprenait. Il adoptait ces admirables créations, dont la fantaisie presque humaine lui expliquait son aventure et lui permettait encore un espoir. Mais, quand ses yeux retombèrent sur le foyer des Italiens, au lieu de la Vierge, il vit une ravissante fille, la détestable Euphrasie, cette danseuse au corps souple et léger, qui, vêtue d'une robe éclatante, couverte de perles orientales, arrivait impatiente de son vieillard impatient et venait se montrer insolente, le front hardi, les yeux pétillants, à ce monde envieux et spéculateur, pour témoigner de la richesse sans borne du marchand dont elle dissipait les trésors. Raphaël se souvint du souhait goguenard par lequel il avait accueilli le fatal présent du vieil homme et savoura tous les plaisirs de la vengeance en contemplant l'humiliation profonde de cette sagesse sublime dont naguère la chute semblait impossible. Le funeste sourire du centenaire s'adressait à Euphrasie qui répondit par un mot d'amour. Il lui offrit son bras desséché, fit 2 ou 3 fois le tour du foyer, recueillit avec délice les regards de passion et les compliments jetés par la foule à sa maîtresse, sans voir les rires dédaigneux, sans entendre les railleries mordantes dont il était l'objet. « Dans quel cimetière cette jeune goule a-t-elle déterré ce cadavre ?» s'écria le plus élégant de tous les romantiques. Euphrasie se prit à sourire. Le railleur était un jeune homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus et brillants, svelte, portant moustache, ayant un frac écourté, le chapeau sur l'oreille, la répartie vive, tout le langage du genre. « Combien de vieillards, se dit Raphaël en lui-même, couronnent une vie de probité, de travail, de vertu, par une folie. Celui-ci a les pieds froids et fait l'amour. »« Eh bien, monsieur, s'écria Valentin en arrêtant le marchand et en lançant une œillade à Euphrasie. Ne vous souvenez-vous plus des sévères maximes de votre philosophie ? Ah, répondit le marchand d'une voix déjà cassée, je suis maintenant heureux comme un jeune homme. J'avais pris l'existence au rebours. Il y a toute une vie dans une heure d'amour. En ce moment, les spectateurs entendirent la sonnette du rappel et quittèrent le foyer pour se rendre à leur place. Le vieillard et Raphaël se séparèrent. En entrant dans sa loge, le marquis aperçut Fédora placée de l'autre côté de la salle, précisément en face de lui. Sans doute arrivée depuis peu, la comtesse rejetait son écharpe en arrière, se découvrait le cou, faisait les petits mouvements indescriptibles d'une coquette occupée à se poser. Tous les regards étaient concentrés sur elle. Un jeune pair de France l'accompagnait. Elle lui demanda la lorgnette qu'elle lui avait donnée à porter. À son geste, à la manière dont elle regarda ce nouveau partenaire, Raphaël devina la tyrannie à laquelle son successeur était soumis. Fasciné sans doute comme il l'avait été jadis, dupé comme lui luttant avec toute la puissance d'un amour vrai contre les froids calculs de cette femme, ce jeune homme devait souffrir les tourments auxquels Valentin avait heureusement renoncé. Une joie inexprimable anima la figure de Fédora quand, après avoir braqué sa lorgnette sur toutes les loges et rapidement examiné les toilettes, elle eut la conscience d'écraser par sa parure et par sa beauté les plus jolies, les plus élégantes femmes de Paris. Elle se mit à rire pour montrer ses dents blanches, agita sa tête ornée de fleurs pour se faire admirer, son regard alla de loge en loge, se moquant d'un béret gauchement posé sur le front d'une princesse russe ou d'un chapeau manqué qui coiffait horriblement mal la fille d'un banquier. Tout à coup, elle pâlit en rencontrant les yeux fixes de Raphaël. Son amant dédaigné la foudroya par un intolérable coup d'œil de mépris. Quand aucun de ses amants bannis ne méconnaissait sa puissance, Valentin, seul au monde, était à l'abri de ses séductions. Un pouvoir impunément bravé touche à sa ruine. Cette maxime est gravée plus profondément au cœur d'une femme qu'à la tête des rois. Ainsi, Fédora voyait-elle en Raphaël la mort de ses prestiges et de sa coquetterie. Un mot, dit par lui la veille à l'opéra, était déjà devenu célèbre dans les salons de Paris. Le tranchant de cette terrible épigramme avait fait à la comtesse une blessure incurable.
En France, nous savons cautériser une plaie, mais nous n'y connaissons pas encore de remède au mal que produit une phrase. Au moment où toutes les femmes regardèrent alternativement le marquis et la comtesse, Fédora aurait voulu l'abîmer dans les oubliettes de quelques bastilles, car malgré son talent pour la dissimulation, ses rivales devinèrent sa souffrance. Enfin, sa dernière consolation lui échappa. Ces mots délicieux « Je suis la plus belle », cette phrase éternelle qui calmait tous les chagrins de sa vanité, devint un mensonge. À l'ouverture du second acte, une femme vint se placer près de Raphaël dans une loge qui jusqu'alors était restée vide. Le parterre entier laissa échapper un murmure d'admiration. Cette mer de faces humaines agita ses lames intelligentes et tous les yeux regardèrent l'inconnu. Jeunes et vieux firent un tumulte si prolongé que, pendant le lever du rideau, les musiciens de l'orchestre se tournèrent d'abord pour réclamer le silence. Mais ils s'unirent aux applaudissements et en accrurent les confuses rumeurs. Des conversations animées s'établirent dans chaque loge. Les femmes s'étaient toutes armées de leurs jumelles. Les vieillards rajeunis nettoyaient avec la peau de leurs gants le verre de leurs lorgnettes. L'enthousiasme se calma par degrés, les chants retentirent sur la scène et tout rentra dans l'ordre. La bonne compagnie, honteuse d'avoir cédé à un mouvement naturel, reprit la froideur aristocratique de ses manières polies. Les riches veulent s'étonner de rien. Ils doivent reconnaître au premier aspect d'une belle œuvre le défaut qui les dispensera de l'admiration, sentiment vulgaire. Cependant, quelques hommes restèrent immobiles sans écouter la musique, perdus dans un ravissement naïf, occupés à contempler la voisine de Raphaël. Valentin aperçut dans une baignoire et près d'Aquilina l'ignoble et sanglante figure de Taillefer, qui lui adressait une grimace approbative. Puis il vit Émile, qui, debout à l'orchestre, semblait lui dire « Mais regarde donc la belle créature qui est près de toi !» Enfin, Rastignac, assis près de madame de Nucingen et de sa fille, tortillait ses gants comme un homme au désespoir d'être enchaîné là, sans pouvoir aller près de la divine inconnue. La vie de Raphaël dépendait d'un pacte encore inviolé qu'il avait fait avec lui-même. Il s'était promis de ne jamais regarder attentivement aucune femme, et pour se mettre à l'abri d'une tentation, il portait un lorgnon dont le verre microscopique artistiquement disposé détruisait l'harmonie des plus beaux traits en leur donnant un hideux aspect. Encore au proie à la terreur qui avait saisi le matin, quand pour un simple vœu de politesse le talisman s'était si promptement resserré, Raphaël résolut fermement de ne pas se retourner vers sa voisine. Assis comme une duchesse, il présentait le dos au coin de sa loge et déropait avec impertinence la moitié de la scène à l'inconnu, ayant l'air de la mépriser, d'ignorer même qu'une jolie femme se trouvait derrière lui. La voisine copiait avec exactitude la posture de Valentin. Elle avait appuyé son coude sur le bord de la loge et se mettait la tête de trois quarts en regardant les chanteurs comme si elle se fût posée devant un peintre. Ces deux personnes ressemblaient à deux amants brouillés qui se boudent, se tournent le dos et vont s'embrasser au premier mot d'amour. Par moments, les légers marabouts ou les cheveux de l'inconnu effleuraient la tête de Raphaël et lui causaient une sensation voluptueuse contre laquelle il luttait courageusement. Bientôt, il sentit le doux contact des ruches de blonde qui garnissaient le tour de la robe. La robe elle-même fit entendre le murmure efféminé de ses plis, frissonnement plein de molle sorcellerie. Enfin, le mouvement imperceptible imprimé par la respiration à la poitrine, au dos, aux vêtements de cette jolie femme. Toute sa vie suave se communiqua soudain à Raphaël comme une étincelle électrique. Le tulle et la dentelle transmirent fidèlement à son épaule, chatouiller la délicieuse chaleur de ce dos blanc et nu. Par un caprice de la nature, ces deux êtres désunis par le bon ton, séparés par les abîmes de la mort, respirèrent ensemble et pensèrent peut-être l'un à l'autre. Les pénétrants parfums de l'aloès achevèrent d'enivrer Raphaël. Son imagination, irritée par un obstacle et que les entraves rendaient encore plus fantasque, lui dessina rapidement une femme en traits de feu,
Il se retourna brusquement. Choqué sans doute de se retrouver en contact avec un étranger, l'inconnu fit un mouvement semblable. Leurs visages, animés par la même pensée, restèrent en présence. « Pauline ? Monsieur Raphaël ?» Pétrifiés l'un et l'autre, ils se regardèrent un instant en silence. Raphaël voyait Pauline dans une toilette simple et de bon goût. À travers la gaze qui couvrait chastement son corsage, des yeux habiles pouvaient percevoir une blancheur de lys et deviner les formes qu'une femme eût admirées. Puis, c'était toujours sa modestie virginale, sa céleste candeur, sa gracieuse attitude. L'étoffe de sa manche accusait le tremblement qui faisait palpiter le corps comme palpitait le cœur. « Oh, venez demain, dit-elle. Venez à l'hôtel Saint-Quentin y reprendre vos papiers. J'y serai à midi, soyez exact. » Elle se leva précipitamment et disparut. Raphaël voulut suivre Pauline. Il craignit de la compromettre, resta, regarda Fédora, la trouva laide, mais ne pouvant comprendre une seule phrase de musique, étouffant dans cette salle le cœur plein, il sortit et revint chez lui. « Jonatas, dit-il à son vieux domestique, au moment où il fut dans son lit, donne-moi une demi-goutte de laudanum sur un morceau de sucre, et demain, ne me réveille qu'à midi moins 20 minutes. »« Je veux être aimé de Pauline !» s'écria-t-il le lendemain en regardant le talisman avec une indéfinissable angoisse. La peau ne fit aucun mouvement. Elle semblait avoir perdu sa force contractile. Elle ne pouvait sans doute pas réaliser un désir accompli déjà. « Ah !» s'écria Raphaël en se sentant délivré comme un manteau de plomb qu'il aurait porté depuis le jour où le talisman lui avait été donné. « Tu mens. Tu ne m'obéis pas. Le pacte est rompu. Je suis libre. Je vivrai. C'était donc une mauvaise plaisanterie. » En disant ces paroles, il n'osait pas croire à sa propre pensée. Il se mit aussi simplement qu'il l'était jadis et voulut aller à pied à son ancienne demeure en essayant de se reporter en idée à ces jours heureux où il se livrait sans danger à la furie de ses désirs, où il n'avait point encore jugé toutes les jouissances humaines. Il marchait, voyant non plus la Pauline de l'hôtel Saint-Quentin, mais la Pauline de la veille, cette maîtresse accomplie, si souvent rêvée, jeune fille spirituelle, aimante, artiste, comprenant les poètes, comprenant la poésie, et vivante au sein du luxe. En un mot, Fédora, douée d'une belle âme, ou Pauline comtesse et 2 fois millionnaire comme l'était Fédora. Quand il se trouva sur le seuil usé, sur la dalle cassée de cette porte où tant de fois il avait eu des pensées de désespoir, une vieille femme sortit de la salle et lui dit « N'êtes-vous pas monsieur Raphaël de Valentin ?»« Oui, ma bonne mère, répondit-il. »« Vous connaissez votre ancien logement, reprit-elle. Vous y êtes attendu. »« Cet hôtel est-il toujours tenu par madame Gaudin ?» demanda-t-il. « Oh non, monsieur, maintenant madame Gaudin est baronne. Elle est dans une belle maison à elle, de l'autre côté de l'eau. Son mari est revenu. Dame, il l'a rapporté des 1000 et des 100. L'on dit qu'elle pourrait acheter tout le quartier Saint-Jacques si elle le voulait. Elle m'a donné gratis son fonds et son restant de bail. Ah, c'est une bonne femme tout de même. Elle n'est pas plus fière aujourd'hui qu'elle l'était hier. » Raphaël monta lestement à sa mansarde, et quand il atteignit les dernières marches de l'escalier, il entendit les sons du piano. Pauline était là, modestement vêtue d'une robe de percaline. Mais la façon dont la robe, les gants, le chapeau, le châle, négligemment jetés sur le lit, révélaient donc toute une fortune. « Ah, vous voilà donc !» s'écria Pauline en tournant la tête et se levant par un naïf mouvement de joie. Raphaël vint s'asseoir près d'elle, rougissant, honteux, heureux. Il la regarda sans rien dire. « Pourquoi nous avez-vous donc quittés ?» reprit-elle en baissant les yeux au moment où son visage s'empourpra. « Qu'êtes-vous devenue ?»« Ah, Pauline, je suis bien malheureux encore. »« Là !» s'écria-t-elle tout attendrie. « J'ai deviné votre sort hier en vous voyant bien mis, riche en apparence, mais en réalité, monsieur Raphaël, est-ce toujours comme autrefois ?» Valentin ne put retenir quelques larmes. Elles roulèrent dans ses yeux. Il s'écria «
Pauline, je... » Il n'acheva pas, les yeux étincelants d'amour, et son cœur déborda dans son regard. « Oh, il m'aime !» s'écria Pauline. Raphaël fit un signe de tête, car il se sentit hors d'état de prononcer une seule parole. À ce geste, la jeune fille lui prit la main, la serra, et lui dit tantôt riant, tantôt sanglotant : « Riche, riche, heureux, riche, ta Pauline est riche. Mais moi, je devrais être bien pauvre aujourd'hui. J'ai 1000 fois dit que je paierais ce mot « il est même » de tous les trésors de la terre. Ô mon Raphaël, j'ai des millions. Tu aimes le luxe, tu seras content, mais tu dois aimer mon cœur aussi. Il y a tant d'amour pour toi dans ce cœur. Tu ne sais pas ? Mon père est revenu. Je suis une riche héritière. Ma mère et lui me laissent entièrement maîtresse de mon sort. Je suis libre, comprends-tu ? En proie à une sorte de délire, Raphaël tenait les mains de Pauline et les baisait si ardemment, si avidement, que son baiser semblait être une sorte de convulsion. Pauline se dégagea les mains, les jeta sur les épaules de Raphaël et le saisit. Ils se comprirent, se serrèrent et s'embrassèrent avec cette sainte et délicieuse ferveur, dégagée de toute arrière-pensée, dont se trouve empreint un seul baiser, le premier baiser, par lequel deux âmes prennent possession d'elles-mêmes. « Ah !» s'écria Pauline en retombant sur la chaise, « je ne veux plus te quitter. »« Je ne sais d'où me provient tant de hardiesse, » reprit-elle en rougissant. « De la hardiesse, ma Pauline. Oh, ne crains rien. C'est de l'amour, vrai, profond, éternel comme le mien, n'est-ce pas ? Oh, parle, 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 dit-elle. Ta bouche a été si longtemps muette pour moi. Tu m'aimais donc ? Ô Dieu, si je t'aimais, combien de fois j'ai pleuré là, tiens, en faisant ta chambre, déplorant ta misère et la mienne. Je me serais vendue au démon pour t'éviter un chagrin. Aujourd'hui, mon Raphaël, car tu es bien à moi cette belle tête, à moi ton cœur, oui, oui, ton cœur surtout, éternelle richesse. Eh bien, où en suis-je ? Reprit-elle après une pause. Ah, m'y voici. Nous avons 3, 4, 5 millions, je crois. Si j'étais pauvre, je tiendrais peut-être à porter ton nom, à être nommée ta femme, mais en ce moment, je voudrais te sacrifier le monde entier. Je voudrais être encore et toujours ta servante. Va, Raphaël, en t'offrant mon cœur, ma personne, ma fortune, je ne te donnerai rien de plus aujourd'hui que le jour où j'ai mis là, dit-elle en montrant le tiroir de la table, certaines pièces de 100 sous. Oh, comme alors ta joie m'a fait mal. Pourquoi es-tu riche ? S'écria Raphaël. Pourquoi n'as-tu pas de vanité ? Je ne puis rien pour toi. Il se tordit les mains de bonheur, de désespoir, d'amour. Quand tu seras madame la marquise de Valentin, je te connais, âme céleste, ce titre et ma fortune ne vaudront pas un seul de tes cheveux, s'écria-t-elle. Moi aussi j'ai des millions. Mais que sont maintenant les richesses pour nous ? Ah, j'ai ma vie, je puis te l'offrir, prends-la. Oh, ton amour, Raphaël, ton amour vaut le monde. Comment ? Ta pensée est à moi ? Mais je suis la plus heureuse des heureuses. L'on va nous entendre, dit Raphaël. Eh, il n'y a personne, répondit-elle en laissant échapper un geste mutin. Eh bien, viens, s'écria Valentin en lui tendant les bras. Elle sauta sur ses genoux, joignit ses mains autour du cou de Raphaël. Embrassez-moi, dit-elle, pour tous les chagrins que vous m'avez donnés, pour effacer la peine que vos joies m'ont faite, pour toutes les nuits que j'ai passées à peindre mes écrans. Tes écrans ? Puisque nous sommes riches, mon trésor, je puis te dire tout. Pauvre enfant, combien il est facile de tromper les hommes d'esprit. Est-ce que tu pouvais avoir des gilets blancs et des chemises propres 2 fois par semaine pour 3 francs de blanchissage par mois ? Mais tu buvais 2 fois plus de lait qu'il ne t'en revenait pour son argent. Je t'attrapais surtout. Le feu, l'huile et l'argent donc. Oh, mon Raphaël, ne me prends pas pour une femme, dit-elle en riant. Je suis une personne trop astucieuse. Mais comment faisais-tu donc ? Je travaillais jusqu'à 2 heures du matin, répondit-elle. Je donnais à ma mère une moitié du prix de mes écrans, à toi l'autre. Ils se regardèrent pendant un moment, tous deux hébétés de joie et d'amour. Oh, s'écria Raphaël, nous paierons sans doute un jour ce bonheur par quelque effroyable chagrin.
Serais-tu mariée? S'écria Pauline. Ah, je veux ne te céder à aucune femme. Je suis libre, ma chérie. Libre? Répéta-t-elle. Libre et à moi? Elle se laissa glisser sur ses genoux, joignit les mains et regarda Raphaël avec une dévotieuse ardeur. J'ai peur de devenir folle. Combien tu es gentil, reprit-elle en passant une main dans la blonde chevelure de son amant. Est-elle bête, ta comtesse Fédora? Quel plaisir j'ai ressenti hier en me voyant saluée par tous les hommes. Elle n'a jamais été applaudie, elle. Dis, cher, quand mon dos a touché ton bras, j'ai entendu en moi je ne sais quelle voix qui a crié « Il est là !» Je me suis retournée et je t'ai vu. Oh, je me suis sauvée, je me sentais l'envie de te sauter au cou devant tout le monde. Tu es bien heureuse de pouvoir parler, s'écria Raphaël. Moi j'ai le cœur serré. Je voudrais pleurer, je ne puis. Ne me retire pas ta main. Il me semble que je resterai pendant toute ma vie à te regarder ainsi heureux, content. Oh, répète-moi cela, mon amour. Et que sont les paroles, reprit Valentin en laissant tomber une larme chaude sur les mains de Pauline. Plus tard, j'essaierai de te dire mon amour. En ce moment, je ne puis que le sentir. Oh, s'écria-t-elle, cette belle âme, ce beau génie, ce cœur que je connais si bien, tout est à moi, comme je suis à toi. Pour toujours, ma douce créature, dit Raphaël d'une voix émue, tu seras ma femme, mon bon génie. Ta présence a toujours dissipé mes chagrins et rafraîchi mon âme. En ce moment, ton sourire angélique m'a, pour ainsi dire, purifiée. Je crois commencer une nouvelle vie. Le passé cruel et mes tristes folies me semblent n'être plus que de mauvais songes. Je suis pure près de toi, je sens l'air du bonheur. Oh, sois toujours là, ajouta-t-il en pressant saintement sur son cœur palpitant. Vienne la mort, quand elle voudra, s'écria Pauline en extase. J'ai vécu. Heureux qui devinera leur joie et les aura connus. Ô mon Raphaël, dit Pauline après quelques heures de silence, je voudrais qu'à l'avenir personne n'entrât dans cette chère mansarde. Il faut murer la porte, mettre une grille à la lucarne et acheter la maison, répondit le marquis. C'est cela, dit-elle. Puis après un moment de silence, nous avons un peu oublié de chercher tes manuscrits. Ils se prirent à rire avec une douce innocence. Bah, je me moque de toutes les sciences, s'écria Raphaël. Ah, monsieur, et la gloire? Tu es ma seule gloire. Tu étais bien malheureux en faisant ces petits pieds de mouche, dit-elle en feuilletant les papiers. Ma Pauline. Oh oui, je suis ta Pauline. Eh bien? Où demeures-tu donc? Rue Saint-Lazare. Et toi? Rue de Varennes. Comme nous serons loin l'un de l'autre jusqu'à ce que... Elle arrêta en regardant son ami d'un air coquin et malicieux. Mais, répondit Raphaël, nous avons tout au plus une quinzaine de jours à rester séparés. Vrai, dans 15 jours nous serons mariés. Elle sauta comme un enfant. Oh, je suis une fille dénaturée, reprit-elle. Je ne pense plus ni à père, ni à mère, ni à personne dans le monde. Tu ne sais pas, pauvre chérie, mon père est bien malade. Il est revenu des Indes, bien souffrant. Il a manqué mourir au Havre, où nous sommes allés le chercher. Ah, Dieu, s'écria-t-elle en regardant l'heure à sa montre. Déjà 3 heures? Je dois me trouver à son réveil à 4 heures. Je suis la maîtresse au logis. Ma mère fait toutes mes volontés, mon père m'adore, mais je ne veux pas abuser de leur bonté, ce serait mal. Le pauvre père, c'est lui qui m'a envoyé aux Italiens hier. Tu viendras le voir demain, n'est-ce pas? Madame la marquise de Valentin veut-elle me faire l'honneur d'accepter mon bras? Ah, je vais emporter la clé de cette chambre, reprit-elle. N'est-ce pas un palais, mon trésor? Pauline, encore un baiser. 1000, mon Dieu, dit-elle en regardant Raphaël. Ce sera toujours ainsi, je crois rêver. Ils descendirent lentement l'escalier, puis, bien unis, marchant du même pas, tressaillant ensemble sous le poids d'une même bonheur, se serrant comme 2 colombes, ils arrivèrent sur la place de la Sorbonne où la voiture de Pauline attendait. « Je veux aller chez toi, s'écria-t-elle.
Je veux voir ta chambre, ton cabinet et m'asseoir à la table où tu travailles. Ce sera comme autrefois, ajouta-t-elle en rougissant. Joseph, dit-elle à un valet, je vais rue de Varennes avant de retourner à la maison. Il est 3h15. Je dois être revenue à 4. Georges pressera les chevaux. Et les deux amants furent en peu d'instants menés à l'hôtel de Valentin. Oh, que je suis contente d'avoir examiné tout cela, s'écria Pauline en chiffonnant la soie des rideaux qui drapaient le lit de Raphaël. Quand je m'endormirai, je serai là en pensée. Je me figurerai ta chère tête sur cet oreiller. Dis-moi, Raphaël, tu n'as pris conseil de personne pour meubler ton hôtel? De personne. Bien vrai? Ce n'est pas une femme qui... Pauline. Oh, je me sens une affreuse jalousie. Tu as bon goût. Je vais avoir demain un lit pareil au tien. Raphaël, ivre de bonheur, saisit Pauline. Oh, mon père, dit-elle. Je vais donc te reconduire car je veux te quitter le moins possible, s'écria Valentin. Combien tu es aimant, je n'osais pas le proposer. N'es-tu-t-on pas ma vie? Il serait fastidieux de consigner fidèlement ces adorables bavardages de l'amour, auxquels l'accent, le regard, un geste intraduisible donnent seuls du prix. Valentin reconduisit Pauline jusque chez elle et revint ayant au cœur autant de plaisir que l'homme peut en ressentir et emporter ici-bas. Quand il fut assis dans son fauteuil près de son feu, pensant à la soudaine et complète réalisation de toutes ses espérances, une idée froide lui traversa l'âme, comme l'acier d'un poignard perce une poitrine. Il regarda la peau de chagrin. Elle s'était légèrement rétrécie. Il prononça le grand juron français, sans y mettre les jésuistiques réticences de la baisse des andouillettes, pencha la tête sur son fauteuil et resta sans mouvement, les yeux arrêtés sur une patère sans la voir. « Grand Dieu !» s'écria-t-il. « Quoi? Tous mes désirs, tous? Pauvre Pauline !» Il prit un compas, mesura ce que la matinée lui avait coûté d'existence. « Je n'en ai pas pour 2 mois, dit-il. Une sueur glacée sortit de ses pores. Tout à coup, il obéit à un inexprimable mouvement de rage, saisit la peau de chagrin en s'écriant « Je suis bien bête !» Il sortit, courut, traversa les jardins et jeta le talisman au fond d'un puits. « Vogue la galère !» dit-il. « Au diable, toutes ces sottises !» Raphaël se laissa donc aller au bonheur d'aimer et vécut cœur à cœur avec Pauline. Leur mariage, retardé par des difficultés peu intéressantes à raconter, devait se célébrer dans les premiers jours de mars. Ils s'étaient éprouvés, ne doutaient point d'eux-mêmes, et, le bonheur leur ayant été révélé toute sa puissance de leur affection, jamais 2 âmes, 2 caractères ne s'étaient aussi parfaitement unies qu'ils le furent par la passion. En s'étudiant, ils s'aimèrent davantage. De part et d'autre, même délicatesse, même pudeur, même volonté, la plus douce de toutes les voluptés, celle des anges. Point de nuages dans leur ciel, tour à tour les désirs de l'un faisaient la loi de l'autre. Riches tous deux, ils ne connaissaient point de caprice qu'ils ne purent satisfaire, et partant n'avaient point de caprice. Un goût exquis, le sentiment de beau, une vraie poésie animait l'âme de l'épouse. Dédaignant les colifichets de la finance, un sourire de son ami lui semblait plus beau que toutes les perles d'Ormuz, la mousseline ou les fleurs formaient ses plus riches parures. Pauline et Raphaël fuyaient d'ailleurs le monde. La solitude leur était si belle, si féconde. Les oisifs voyaient exactement tous les soirs ce joli ménage de contrebande aux Italiens ou à l'opéra. Si d'abord quelques médisances égayèrent les salons, bientôt le torrent d'événements qui passa sur Paris fit oublier 2 amants inoffensifs. Enfin, espèce d'excuse auprès des prudes, leur mariage était annoncé et par hasard leurs gens se trouvaient discrets. Donc, aucune méchanceté, trop vive, ne les punit de leur bonheur. Vers la fin du mois de février,
époque à laquelle d'assez beaux jours firent croire aux joies du printemps, un matin, Pauline et Raphaël déjeunaient ensemble dans une petite serre, espèce de salon rempli de fleurs et de plain-pied avec le jardin. Le doux et pâle soleil de l'hiver, dont les rayons se brisaient à travers des arbustes rares, sédissait alors la température. Les yeux étaient égayés par les vigoureux contrastes des divers feuillages, par les couleurs des touffes fleuries et par toutes les fantaisies de la lumière et de l'ombre. Quand tout Paris se chauffait encore devant les tristes foyers, les jeunes époux riaient sous un berceau de camélias, de lilas, de bruyères. Leurs têtes joyeuses s'élevaient au-dessus des narcisses, des muguets et des roses du Bengale. Dans cette serre voluptueuse et riche, les pieds foulaient une natte africaine colorée comme un tapis. Les parois tendues en coutil vert n'offraient pas la moindre trace d'humidité. L'ameublement était de bois, en apparence grossier, mais dont l'écorce polie brillait de propreté. Un jeune chat, accroupi sur la table, où l'avait attiré l'odeur du lait, se laissait barbouiller de café par Pauline. Elle folâtrait avec lui, défendait la crème qu'elle lui permettait à peine de flairer afin d'exercer sa patience et d'entretenir le combat. Elle éclatait de rire à chacune de ses grimaces et débitait 1000 plaisanteries pour empêcher Raphaël de lire le journal qui 10 fois déjà lui était tombé des mains. Il abondait dans cette scène matinale un bonheur inexprimable, comme tout ce qui est naturel et vrai. Raphaël feignait toujours de lire sa feuille et contemplait à la dérobée Pauline aux prises avec le chat. Sa Pauline, enveloppée d'un long peignoir qui la voilait imparfaitement. Sa Pauline, les cheveux en désordre et montrant un petit pied blanc veiné de bleu dans une pantoufle de velours noir. Charmante à voir en déshabillé, délicieuse comme les fantastiques figures de Westall. Elle semblait être tout à fois jeune fille et femme. Peut-être plus jeune fille que femme. Elle jouissait d'une félicité sans mélange et ne connaissait de l'amour que ses premières joies. Au moment où, tout à fait absorbé par sa douce rêverie, Raphaël avait oublié son journal, Pauline le saisit, le chiffonna, en fit une boule, le lança dans le jardin et le chat courut après la politique qui tournait, comme toujours, sur elle-même. Quand Raphaël, distrait par cette scène enfantine, voulut continuer à lire et fit le geste de lever la feuille qu'il n'avait plus, éclatèrent des rires francs, joyeux, renaissant d'eux-mêmes comme les chants d'un oiseau. « Je suis jalouse du journal, dit-elle en essuyant les larmes que son rire d'enfant avait fait couler. N'est-ce pas une félonie, reprit-elle en redevenant femme tout à coup, que de lire des proclamations russes en ma présence et de préférer la prose de l'empereur Nicolas à des paroles, à des regards d'amour? Je ne lisais pas, mon ange aimé, je te regardais. En ce moment, le pas lourd du jardinier, dont les souliers ferrés faisaient crier le sable des allées, retentit près de la serre. « Excusez, monsieur le marquis, si je vous interromps ainsi que madame, mais je vous apporte une curiosité comme j'en en ai jamais vu. En tirant tout à l'heure sous votre respect un seau d'eau, j'ai amené cette singulière plante marine, la voilà. Faut tout de même que je sois bien accoutumé à l'eau, car ce n'était ni mouillé ni humide. C'était sec comme du bois, et point gras du tout. Comme monsieur le marquis est plus savant que moi, certainement, j'ai pensé qu'il fallait la lui apporter, et que ça l'intéresserait. » Et le jardinier montrait à Raphaël l'inexorable peau de chagrin qui n'avait pas 6 pouces carrés de superficie. « Merci, Vanière, dit Raphaël. Cette chose est très curieuse. »« Qu'as-tu, mon ange, tu pâlis » s'écria Pauline. « Laissez-nous, Vanière. »« Ta voix m'effraie, » reprit la jeune fille. « Elle est singulièrement altérée. Qu'as-tu ? Que te sens-tu? Où as-tu mal? Tu as mal. Un médecin » cria-t-elle. « Jonatas, au secours !»« Ma Pauline, tais-toi, » répondit Raphaël qui recouvra son sang-froid. « Sortons. Il y a près de moi une fleur dont le parfum m'incommode. Peut-être est-ce cette verveine ?» Pauline s'élança sur l'innocent arbuste, le saisit par la tige et le jeta dans le jardin. « Ô ange !» s'écria-t-elle en serrant Raphaël par une étreinte aussi forte que leur amour et en lui apportant avec une langoureuse coquetterie ses lèvres vermeilles à baiser. « En te voyant pâlir, j'ai compris que je ne te survivrais pas. Ta vie est ma vie,
Mon Raphaël, passe-moi ta main sur le dos. J'y sens encore la petite mort, j'y ai froid. Tes lèvres sont brûlantes et ta main, elle est glacée, ajouta-t-elle. Folle, s'écria Raphaël. Pourquoi cette larme, dit-elle. Laisse-la moi boire. Oh, Pauline, Pauline, tu m'aimes trop. Il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, Raphaël? Sois vrai, je saurai bientôt ton secret. Donne-moi cela, dit-elle en prenant la peau de chagrin. Tu es mon bourreau, cria le jeune homme en jetant un regard d'horreur sur le talisman. Quel changement de voix, répondit Pauline qui laissa tomber le fatal symbole du destin. M'aimes-tu? reprit-il. Si je t'aime, est-ce une question? Eh bien, laisse-moi, va-t'en. La pauvre petite sortit. Quoi? S'écria Raphaël quand il fut seul. Dans un siècle de lumière où nous avons appris que les diamants sont les cristaux du carbone, à une époque où tout s'explique, où la police traduirait un nouveau messie devant les tribunaux et soumettrait ses miracles à l'Académie des sciences, dans un temps où nous ne croyons plus qu'aux paraphes des notaires, je croirais, moi, à une espèce de Manet, Teckel, Pharès? Non, de par Dieu. Je ne penserai pas que l'être suprême puisse trouver du plaisir à tourmenter une honnête créature. Allons voir les savants. Il arriva bientôt entre la halle au vin, immense recueil de tonneaux, et la salle pétrière, immense séminaire d'ivrognerie, devant une petite mare où s'ébaudissaient des canards remarquables par la rareté de l'espèce et dont les ondoyantes couleurs, semblables aux vitraux d'une cathédrale, pétillaient sous les rayons du soleil. Tous les canards du monde étaient là, criant, barbotant, grouillant, et formant une espèce de chambre canarde rassemblée contre son gré, mais heureusement sans charte ni principe politique, et vivant sans rencontrer de chasseurs sous l'œil des naturalistes qui les regardaient par hasard. « Voilà monsieur l'Avril, » dit un porte-clés à Raphaël, qui avait demandé ce grand pontife de la zoologie. Le marquis vit un petit homme profondément enfoncé dans quelque sage méditation, à l'aspect de 2 canards. Ce savant, entre 2 âges, avait une physionomie douce, encore adoucie par un air obligeant. Mais il régnait dans toute sa personne une préoccupation scientifique. Sa perruque, incessamment grattée et fantasquement retroussée, laissait voir une ligne de cheveux blancs et accusait la fureur des découvertes qui, semblables à toutes les passions, nous arrachent si puissamment aux choses de ce monde que nous perdons la conscience du moi. Raphaël, homme de science et d'études, admira ce naturaliste dont l'éveil était consacré à l'agrandissement des connaissances humaines, dont les erreurs servaient encore la gloire de la France. Mais une petite maîtresse aurait ri sans doute de la solution de continuité qui se trouvait entre la culotte et le gilet du savant, interstice d'ailleurs chastement rempli par une chemise qu'il avait copieusement froncée en se baissant et en se levant tour à tour, au gré de ses observations zoogénésiques. Après quelques premières phrases de politesse, Raphaël crut nécessaire d'adresser à M. Lavrille un compliment banal sur les canards. « Oh, nous sommes riches en canards, » répondit le naturaliste. « Ce genre est d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, le plus fécond de l'ordre des palmipèdes. Il commence au cygne et finit au canard zinzin, en comprenant 137 variétés d'individus bien distincts, ayant leur nom, leurs mœurs, leur patrie, leur physionomie, et qui ne se ressemblent pas plus entre eux qu'un blanc ne ressemble à un nègre. En vérité, monsieur, quand nous mangeons un canard, la plupart du temps, nous ne nous doutons guère de l'étendue. » Il s'interrompit à l'aspect d'un joli petit canard qui remontait le talus de la mare. « Vous voyez là le cygne à cravate, pauvre enfant du Canada, venu de bien loin pour nous montrer son plumage brun et gris, sa petite cravate noire. Tenez, il se gratte. Voici la fameuse oie à duvet, ou canard eider, sous l'édredon de laquelle dorment nos petites maîtresses. Est-elle jolie? Qui n'admirerait pas ce petit ventre d'un blanc rougeâtre, ce bec vert? Je viens, monsieur, reprit-il, d'être témoin d'un accouplement dont j'avais jusqu'alors désespéré. Le mariage s'est fait assez heureusement et j'en attendrai fort impatiemment le résultat. Je me flatte d'obtenir une 138e espèce à laquelle peut-être mon nom sera donné. Voici les nouveaux époux, dit-il en montrant 2 canards.
C'est d'une part une oie rieuse, Anas albifrons, de l'autre le grand canard siffleur, Anas rufina de Buffon. J'avais longtemps hésité entre le canard siffleur, le canard à sourcils blancs et le canard souchet, Anas clipeata. Tenez, voici le souchet, ce gros scélérat brun noir dont le col est verdâtre et si coquettement irisé. Mais monsieur le canard siffleur était huppé, vous comprenez, alors que je n'ai plus balancé. Il ne nous manque ici que le canard varié à calotte noire. Ces messieurs prétendent unanimement que ce canard fait double emploi avec le canard sarcelle à bec recourbé. Quant à moi... Il fit un geste admirable qui peignit à la fois la modestie et l'orgueil des savants, orgueil plein d'entêtement, modestie pleine de suffisance. « Je ne le pense pas, » ajouta-t-il. « Vous voyez, mon cher monsieur, que nous ne nous amusons pas ici. Je m'occupe en ce moment de la monographie du genre canard, mais je suis à vos ordres. » En se dirigeant vers une assez jolie maison de la rue de Buffon, Raphaël soumit la peau de chagrin aux investigations de monsieur Lavrille. « Je connais ce produit, » répondit le savant, après avoir braqué sa loupe sur le talisman. « Il a servi à quelques dessus de boîte. Le chagrin est fort ancien. Aujourd'hui, les guignets préfèrent se servir de galucha. Le galucha est, comme vous le savez sans doute, la dépouille du raja Séphen, un poisson de la mer Rouge. Mais ceci, monsieur, puisque vous avez l'extrême bonté, ceci, reprit le savant en interrompant, est autre chose. Entre le galucha et le chagrin, il y a, monsieur, toute une différence de l'océan à la terre, du poisson à un quadrupède. Cependant, la peau du poisson est plus dure que la peau de l'animal terrestre. Ceci, dit-il en montrant le talisman, est, comme vous le savez sans doute, un des produits les plus curieux de la zoologie. « Voyons » s'écria Raphaël. « Monsieur, » répondit le savant en s'enfonçant dans son fauteuil, « ceci est une peau d'âne. »« Je le sais, » dit le jeune homme. « Il existe en Perse, reprit le naturaliste, un âne extrêmement rare, l'onagre des anciens, Equus asinus, le coulane des Tatars. Pallas est allé l'observer et l'a rendu à la science. En effet, cet animal avait longtemps passé pour fantastique. Il est, comme vous le savez, célèbre dans l'écriture sainte. Moïse avait défendu de l'accoupler avec ses congénères. Mais l'onagre est encore plus fameux par les prostitutions dont il a été l'objet et dont parlent souvent les prophètes bibliques. Pallas, comme vous le savez sans doute, déclare dans ses Actes Pétropome tome 2 que ces excès bizarres sont encore religieusement accrédités chez les Persans et les Nogaïs, comme un remède de souverain contre les maux de rein et la goutte sciatique. Nous ne doutons guère de cela, nous autres Parisiens. Le muséum ne possède pas d'onagre. Quel superbe animal, reprit le savant. Il est plein de mystères. Son œil est muni d'une espèce de tapis réflecteur auquel les orientaux attribuent le pouvoir de la fascination. Sa robe est plus élégante et plus polie que ne l'est celle de nos plus beaux chevaux. Elle est sillonnée de bandes plus ou moins fauves et ressemble beaucoup à la peau du zèbre. Son lainage a quelque chose de moelleux, d'ondoyant, de gras au toucher. Sa vue égale en justesse et en précision la vue de l'homme. Un peu plus grand que nos beaux ânes domestiques, il est doué d'un courage extraordinaire. Si par hasard il est surpris, il se défend avec une supériorité remarquable contre les bêtes les plus féroces. Quant à la rapidité de la marche, elle ne peut se comparer qu'au vol des oiseaux. Un onagre, monsieur, tuerait à la course les meilleurs chevaux arabes ou persans. D'après le père du consciencieux docteur Niebuhr, de qui, vous savez sans doute, nous déplorons la perte récente, le terme moyen du pas ordinaire de ces admirables créatures est de 7000 pas géométriques par heure. Nos ânes dégénérés ne sauraient donner une idée de cet âne indépendant et fier. Il a le port leste, animé, l'air spirituel, fin, une physionomie gracieuse, des mouvements pleins de coquetterie. C'est le roi zoologique de l'Orient. Les superstitions turques et persanes lui donnent même une mystérieuse origine et le nom de Salomon se mêle au récit que les conteurs du Tibet et de la Tartarie font sur les prouesses attribuées à ces nobles animaux. Enfin, un onagre apprivoisé vaut des sommes immenses. Il est presque impossible de le saisir dans les montagnes
où il bondit comme un chevreuil et semble voler comme un oiseau. La fable des chevaux ailés, notre Pégase, a sans doute pris naissance dans ces pays où les bergers ont pu voir souvent un onagre sautant d'un rocher à un autre. Les ânes de sel obtenus en Perse par l'accouplement d'une ânesse avec un onagre apprivoisé sont peints en rouge, suivant une immémoriale tradition. Cet usage a donné lieu peut-être à notre proverbe « méchant comme un âne rouge ». À une époque où l'histoire naturelle était très négligée en France, un voyageur aura, je pense, amené un de ces animaux curieux qui supportent fort impatiemment l'esclavage. De là le dicton. La peau que vous me présentez, reprit le savant, est la peau d'un onagre. Nous varions sur l'origine du nom. Les uns prétendent que le Chagris est un mot turc, d'autres veulent que Chagris soit la ville où cette dépouille zoologique subit une préparation chimique assez bien décrite par Pallas et qui lui donne le grain particulier que nous admirons. Monsieur Martelance a écrit que Chagris est un ruisseau. Monsieur, je vous remercie de m'avoir donné des renseignements qui fourniraient une admirable note à quelque Don Calmet si les bénédictins existaient encore, mais j'ai eu l'honneur de vous faire observer que ce fragment était primitivement d'un volume égal à cette carte géographique, dit Raphaël en montrant à Lavrie un atlas ouvert. Or, depuis 3 mois, elle s'est sensiblement contractée. Bien, reprit le savant, je comprends. Monsieur, toutes les dépouilles d'êtres primitivement organisés sont sujettes à un dépérissement naturel facile à concevoir, et dont les progrès sont soumis aux influences atmosphériques. Les métaux eux-mêmes se dilatent ou se resserrent d'une manière sensible, car les ingénieurs ont observé des espaces assez considérables entre de grandes pierres primitivement maintenues par des barres de fer. La science est vaste, la vie humaine est bien courte. Ainsi n'avons-nous pas la prétention de connaître tous les phénomènes de la nature. Monsieur, reprit Raphaël presque confus, excusez la demande que je vais vous faire. Êtes-vous bien sûr que cette peau soit soumise aux lois ordinaires de la zoologie, qu'elle puisse s'étendre? Oh, certes. Ah, peste, dit monsieur Lavrie en essayant de tirer le talisman. Mais, monsieur, reprit-il, si vous voulez aller voir Planchette, ce célèbre professeur de mécanique, il trouvera certainement un moyen d'agir sur cette peau, de l'amollir, de la distendre. Oh, monsieur, vous me sauvez la vie. Raphaël salua le savant naturaliste et courut chez Planchette en laissant le bon Lavrie au milieu de son cabinet rempli de bocaux et de plantes séchées. Il remportait de cette visite sans le savoir toute la science humaine, une nomenclature. Ce bonhomme ressemblait à Sancho Panza, racontant à Don Quichotte l'histoire des chèvres. Il s'amusait à compter des animaux et à les numéroter. Arrivé sur le bord de la tombe, il y connaissait à peine une petite fraction des incommensurables nombres du grand troupeau jeté par Dieu à travers l'océan des mondes dans un but ignoré. Raphaël était content. « Je vais tenir mon âne en bride !» s'écriait-il. Sterne avait dit avant lui « Ménageons notre âne, si nous voulons vivre vieux. » Mais la bête est si fantasque. Planchette était un homme sec, véritable poète, perdu dans une perpétuelle contemplation, occupé à regarder toujours un abîme sans fond, le mouvement. Un jour, après avoir longtemps mesuré le vide ou entassé des X sous des A à G, ils ont analysé quelques lois naturelles. Un jour, après avoir mesuré le vide ou entassé des X sous des A à G, ils ont analysé quelques lois naturelles et décomposé le plus simple des principes. Tout à coup, la foule admire une nouvelle machine ou quelque haquet dont la facile structure nous étonne et nous confond. Le savant modeste sourit en disant à ses admirateurs « Qu'ai-je donc créé? Rien! L'homme n'invente pas une force, il la dirige, et la science consiste à imiter la nature. » Raphaël surprit le mécanicien planté sur ses 2 jambes comme un pendu tombé droit sous sa potence. Planchette
examinait une bille d'agate qui roulait sur un cadran solaire en attendant qu'elle s'y arrêtât. Le pauvre homme n'était ni décoré ni pensionné car il ne savait pas enluminer ses calculs. Heureux de vivre à l'affût d'une découverte, il ne pensait ni à la gloire, ni au monde, ni à lui-même, et vivait dans la science pour la science. « Cela est indéfinissable !» s'écria-t-il. « Ah, monsieur, reprit-il en apercevant Raphaël, je suis votre serviteur. Comment va la maman? Allez voir ma femme. » J'aurais cependant pu vivre ainsi, pensa Raphaël qui tira le savant de sa rêverie en lui demandant le moyen d'agir sur le talisman qu'il lui présenta. « Dussiez-vous rire de ma crédulité, monsieur, dit le marquis en terminant, je ne vous cacherai rien. Cette peau me semble posséder une force de résistance contre laquelle rien ne peut prévaloir. »« Monsieur, dit-il, les gens du monde traitent toujours la science assez cavalièrement. Tous nous disent à peu près ce qu'un incroyable disait à Lalande en lui amenant des dames après l'éclipse. Ayez la bonté de recommencer. Quel effet voulez-vous produire? La mécanique a pour but d'appliquer les lois du mouvement ou de les neutraliser. Quant au mouvement en lui-même, je vous le déclare avec humilité, nous sommes impuissants à le définir. Cela posé, nous avons remarqué quelques phénomènes constants qui régissent l'action des solides et des fluides. En reproduisant les causes génératrices de ces phénomènes, nous pouvons transporter les corps, leur transmettre une force locomotive dans des rapports de vitesse déterminés, les lancer, les diviser simplement ou à l'infini, soit que nous les cassions ou les pulvérisions. Puis, les tordre, leur imprimer une rotation, les modifier, les comprimer, les dilater, les étendre. Cette science, monsieur, repose sur un seul fait. Vous voyez cette bille, reprit-il. Elle est ici, sur cette pierre. La voici maintenant là. De quel nom appellerons-nous cet acte si physiquement naturel et si moralement extraordinaire? Mouvement, locomotion, changement de lieu? Quelle immense vanité cachée sous les mots! Oh non, est-ce une solution? Voilà pourtant toute la science. Nos machines emploient ou décomposent cet acte, ce fait. Ce léger phénomène adapté à des masses va faire sauter Paris. Nous pouvons augmenter la vitesse aux dépens de la force et la force aux dépens de la vitesse. Qu'est-ce que la force et la vitesse? Notre science est inhabile à le dire, comme elle l'est à créer un mouvement. Un mouvement, quel qu'il soit, est un immense pouvoir, et l'homme n'invente pas de pouvoir. Le pouvoir est un, comme le mouvement, l'essence même du pouvoir. Tout est mouvement, la pensée est un mouvement, la nature est établie sur le mouvement, la mort est un mouvement dont les fins nous sont peu connues. Si Dieu est éternel, croyez qu'il est toujours en mouvement. Dieu est le mouvement peut-être, voilà pourquoi le mouvement est inexplicable comme lui. Comme lui, profond, sans bornes, incompréhensible, intangible. Qui a jamais compris, mesuré le mouvement? Nous en sentons les effets sans le voir. Nous pouvons même le nier comme nous nions Dieu. Où est-il? Où n'est-il pas? D'où part-il? Où en est le principe? Où en est la fin? Il nous enveloppe, nous presse et nous échappe. Il est évident comme un fait, obscur comme une abstraction, tout à la fois effet et cause. Il lui faut, comme à nous, l'espace, et qu'est-ce que l'espace? Le mouvement seul nous le révèle. Sans le mouvement, il n'est plus qu'un mot vide de sens. Problème insoluble, semblable au vide, semblable à la création, à l'infini. Le mouvement confond la pensée humaine et tout ce qu'il est permis à l'homme de concevoir. C'est qu'il ne le concevra jamais. Entre chacun des points successivement occupés par cette bille dans l'espace, reprit le savant, il se rencontre un abîme pour la raison humaine, un abîme où est tombé Pascal. Pour agir sur la substance inconnue, que vous voulez soumettre à une force inconnue, nous devons d'abord étudier cette substance. D'après sa nature, ou elle se brisera sous un choc, ou elle y résistera. Si elle se divise et que votre intention ne soit pas de la partager, nous n'atteindrons pas le but proposé. Voulez-vous la comprimer? Il faut transmettre un mouvement égal à toutes les parties de la substance, de manière à diminuer uniformément l'intervalle qui les sépare. Désirez-vous l'étendre?
Nous devrons tâcher d'imprimer à chaque molécule une force excentrique égale, car sans l'observation exacte de cette loi, nous y produirions des solutions de continuité. Il existe, monsieur, des modes infinis, des combinaisons sans bornes dans le mouvement. À quel effet vous arrêtez-vous? Monsieur, dit Raphaël impatienté, je désire une pression quelconque assez forte pour étendre indéfiniment cette peau. La substance étant finie, répondit le mathématicien, ne saurait être indéfiniment distendue, mais la compression multipliera nécessairement l'étendue de sa surface aux dépens de l'épaisseur. Elle s'amincira jusqu'à ce que la matière... Obtenez ce résultat, monsieur, s'écria Raphaël, et vous aurez gagné des millions. Je vous volerai votre argent, répondit le professeur avec le flegme d'un Hollandais. Je vais vous démontrer en 2 mots l'existence d'une machine sous laquelle Dieu lui-même serait écrasé comme une mouche. Elle réduirait un homme à l'état de papier brouillard, un homme botté, éperonné, cravaté, chapeau, or, bijoux, tout. Quelle horrible machine! Au lieu de jeter leurs enfants à l'eau, les Chinois devraient les utiliser ainsi, reprit le savant sans penser au respect de l'homme pour sa progéniture. Tout entier à son idée, Planchette prit un pot de fleurs vide, troué dans le fond, et l'apporta sur la dalle du gnomon. Puis, il alla chercher un peu de terre glaise dans un coin du jardin. Raphaël resta charmé comme un enfant auquel sa nourrice raconte une histoire merveilleuse. Après avoir posé sa terre glaise sur la dalle, Planchette tira de sa poche une serpette, coupa 2 branches de sureau et se mit à les vider en sifflant comme si Raphaël n'eût pas été là. « Voici les éléments de la machine, dit-il. Il attacha par un coude en terre glaise l'un de ses tuyaux de bois au fond du pot, de manière à ce que le trou du sureau correspondît à celui du vase. Vous eussiez dit une énorme pipe. Il étala sur la dalle un lit de glaise en lui donnant la forme d'une pelle, assit le pot de fleurs dans la partie la plus large et fixa la branche de sureau sur la portion qui représenta le manche. Enfin, il mit un pâté de terre glaise à l'extrémité du tube en sureau et y planta l'autre branche creuse tout droit en pratiquant un autre coude pour la joindre à la branche horizontale, en sorte que l'air, ou tel fluide ambiant donné, put circuler dans cette machine improvisée et courir depuis l'embouchure du tube vertical à travers le canal intermédiaire jusque dans le grand pot de fleurs vides. « Monsieur, ces appareils, dit-il à Raphaël, avec le sérieux d'un académicien prononçant son discours de réception, est un des plus beaux titres du grand Pascal à notre admiration. Je ne comprends pas. » Le savant sourit. Il alla détacher d'un arbre fruitier une petite bouteille dans laquelle son pharmacien lui avait envoyé une liqueur où se prenaient les fourmis. Il en cassa le fond, en fit un entonnoir, l'adapta soigneusement au trou de la branche creuse qu'il avait fixé verticalement dans l'argile, en opposition au grand réservoir figuré par le pot de fleurs. Puis, au moyen d'un arrosoir, il y versa la quantité d'eau nécessaire pour qu'elle se trouvât également bord à bord et dans le grand vase et dans la petite embouchure circulaire du sureau. Raphaël pensait à sa peau de chagrin. « Monsieur, dit le mécanicien, l'eau passe encore aujourd'hui pour un corps incompressible. N'oubliez pas ce principe fondamental. Néanmoins, elle se comprime, mais si légèrement que nous devons compter sur sa faculté contractile comme 0. Vous voyez la surface que représente l'eau arrivée à la superficie du pot de fleurs. Oui, monsieur. Eh bien, monsieur, si par un moyen quelconque j'augmente le volume de cette masse en y introduisant encore de l'eau par l'orifice du petit tuyau, le fluide, contraint d'y descendre, montera dans le réservoir figuré par le pot de fleurs jusqu'à ce que le liquide arrive à un même niveau dans l'un et dans l'autre. « Cela est évident, » s'écria Raphaël. « Mais il y a cette différence, reprit le savant, que si la mince colonne d'eau ajoutée dans le petit tube vertical y présente une force égale au poids d'une livre, par exemple, comme son action se transmettra fidèlement à la masse liquide et viendra réagir sur tous les points de la surface qu'elle présente dans le pot de fleurs,
Il s'y trouvera 1000 colonnes d'eau qui, tendant toutes à s'élever comme si elles étaient poussées par une force égale à celle qui fait descendre le liquide dans le bâton de sureau vertical, produiront nécessairement ici, dit Planchette en montrant à Raphaël l'ouverture du pot de fleurs, une puissance 1000 fois plus considérable que la puissance introduite là. Et le savant indiquait du doigt au marquis le tuyau de bois planté droit dans la glaise. « Cela est tout simple, » dit Raphaël. Planchette sourit. « En d'autres termes, » reprit-il avec cette ténacité de logique naturelle aux mathématiciens, « il faudrait, pour repousser l'irruption de l'eau, déployer sur chaque partie de la grande surface une force égale à la force agissant dans le conduit vertical, mais à cette différence près que si la colonne liquide y est haute d'un pied, les 1000 petites colonnes de la grande surface n'y auront qu'une très faible élévation. Maintenant, dit Planchette en donnant une chiquenaude à ses bâtons, remplaçons ce petit appareil grotesque par des tubes métalliques d'une force et d'une dimension convenables. Si vous couvrez d'une forte platine mobile la surface fluide du grand réservoir et qu'à cette platine vous en opposez une autre dont la résistance et la solidité soient à toute épreuve, si de plus vous m'accordez la puissance d'ajouter sans cesse de l'eau par le petit tube vertical à la masse liquide, l'objet, pris entre ces deux plans solides, doit nécessairement céder à l'immense action qui le comprime indéfiniment. Le moyen d'introduire constamment de l'eau par le petit tube est une niaiserie en mécanique, ainsi que le mode de transmettre la puissance de la masse liquide à une platine. 2 pistons et quelques soupapes suffisent. Concevez-vous alors, mon cher monsieur, dit-il en prenant le bras de Valentin, qu'il n'existe guère de substance qui, mise entre ces deux résistances indéfinies, ne soit contrainte à s'étaler. Quoi ? L'auteur des Lettres provinciales a inventé, s'écria Raphaël, lui seul, monsieur. La mécanique ne connaît rien de plus simple ni de plus beau. Le principe contraire, l'expansibilité de l'eau, a créé la machine à vapeur. Mais l'eau n'est expansible qu'à un certain degré, tandis que son incompressibilité, étant une force en quelque sorte négative, se trouve nécessairement infinie. Si cette peau s'étend, dit Raphaël, je vous promets d'élever une statue colossale à Blaise Pascal, de fonder un prix de 100 000 francs pour le plus beau problème de mécanique résolu dans chaque période de 10 ans, de doter vos cousines, arrière-cousines, enfin, de bâtir un hôpital destiné aux mathématiciens devenus fous ou pauvres. Cela serait fort utile, dit Planchette. Monsieur, reprit-il avec le calme, un homme vivant dans une sphère tout intellectuelle, nous irons demain chez Spiegelter. Ce mécanicien distingué vient de fabriquer, d'après mes plans, une machine perfectionnée avec laquelle un enfant pourrait faire tenir 1000 bottes de foin dans son chapeau. À demain, monsieur. À demain. Parlez-moi de la mécanique, s'écria Raphaël. N'est-ce pas la plus belle de toutes les sciences? L'autre, avec ses onagres, ses classements, ses canards, ses genres et ses bocaux pleins de monstres, est tout au plus bon à marquer des points dans un billard public. Le lendemain, Raphaël tout joyeux vint chercher Planchette et ils allèrent ensemble dans la rue de la Santé, non de favorable augure. Chez Spiegelter, le jeune homme se trouva dans un établissement immense. Ses regards tombèrent sur une multitude de forces rouges et rugissantes. C'était une pluie de feu, un déluge de clous, un océan de pistons, de vis, de leviers, de traverses, de limes, d'écrous, une mer de fonte, de bois, de soupapes et d'acier en barre. La limaille prenait à la gorge, il y avait du fer dans la température. Les hommes étaient couverts de fer, tout puait le fer. Le fer avait une vie, il était organisé, il se fluidifiait, marchait, pensait, en prenant toutes les formes, en obéissant à tous les caprices. À travers les hurlements des soufflets, les crescendos des marteaux, les sifflements des tours qui faisaient grogner le fer, Raphaël arriva dans une grande pièce propre et bien aérée où il put contempler à son aise la presse immense dont lui avait parlé Planchette. Il admira des espèces de madriers en fonte et des jumelles en fer unies par un indestructible noyau. « Si vous tourniez cette fois cette manivelle avec promptitude, lui dit Spiegelter en lui montrant un balancier de fer poli, vous feriez jaillir une planche d'acier en des milliers de jets qui vous entreraient dans les jambes comme des aiguilles.
Peste! S'écria Raphaël. Planchette glissa lui-même la peau de chagrin entre les deux platines de la presse souveraine, et plein de cette sécurité que donnent les convictions scientifiques, il manœuvra vivement le balancier. « Couchez-vous tous, nous sommes morts !» cria Spiegelter d'une voix tonnante en se laissant tomber lui-même à terre. Un sifflement horrible retentit dans les ateliers. L'eau, contenue dans la machine, brisa la fonte, produisit un jet d'une puissance incommensurable et se dirigea heureusement sur une vieille forge qu'elle renversa, bouleversa, tordit comme une trombe, entortille une maison et l'emporte avec elle. « Oh !» dit tranquillement Planchette, « le chagrin est sain, comme mon œil. Maître Spiegelter, il y avait une paille dans votre fonte ou quelque interstice dans le grand tube. »« Non, non, je connais ma fonte, monsieur. » Monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans. L'Allemand saisit un marteau de forgeron, jeta la peau sur une enclume et de toute la force que donne la colère déchargea sur le talisman le plus terrible coup qui jamais eût mugi dans ses ateliers. « Il n'y paraît seulement pas !» s'écria Planchette en caressant le chagrin rebelle. Les ouvriers accoururent. Le contremaître prit la peau et la plongea dans le charbon de terre d'une forge. Tous, rangés en demi-cercle autour du feu, attendirent avec impatience le jeu d'un énorme soufflet. Raphaël, Spiegelter, le professeur Planchette occupaient le centre de cette foule noire et attentive. En voyant tous ces yeux blancs, ces têtes poudrées de fer, ces vêtements noirs et luisants, ces poitrines poilues, Raphaël se crut transporté dans un monde nocturne et fantastique des ballades allemandes. Le contremaître saisit la peau avec des pinces, après l'avoir laissée dans le foyer pendant 10 minutes. « Rendez-la-moi » dit Raphaël. Le contremaître la présenta par plaisanterie à Raphaël. Le marquis mania facilement la peau froide et souple sous ses doigts. Un cri d'horreur s'éleva. Les ouvriers s'enfuirent. Valentin resta seul avec Planchette dans l'atelier désert. « Il y a décidément quelque chose de diabolique là-dedans !» s'écria Raphaël au désespoir. « Aucune puissance humaine ne saurait donc me donner un jour de plus. »« Monsieur, j'ai tort, » répondit le mathématicien d'un air contrit. « Nous devions soumettre cette peau singulière à l'action d'un laminoir. Où avais-je les yeux en vous proposant une pression ?»« C'est moi qui l'ai demandé, » répliqua Raphaël. Le savant respira comme un coupable acquitté par 12 jurés. Cependant, intéressé par le problème étrange que lui offrait cette peau, il réfléchit un moment et dit « Il faut traiter cette substance inconnue par des réactifs. Allons voir Jaffé. La chimie sera peut-être plus heureuse que la mécanique. » Valentin mit son cheval au grand trot, dans l'espoir de rencontrer le fameux chimiste Jaffé à son laboratoire. « Eh bien, mon vieil ami, » dit Planchette en apercevant Jaffé assis dans un fauteuil et contemplant un précipité. « Comment va la chimie ?»« Elle s'endort, rien de neuf. L'Académie a cependant reconnu l'existence de la salicine, mais la salicine, l'asparagine, la vauqueline, la digitaline ne sont pas des découvertes. » Faute de pouvoir inventer des choses, dit Raphaël, il paraît que vous en êtes réduit à inventer des noms. Cela est pardieu vrai, jeune homme. Tiens, dit le professeur Planchette au chimiste, essaie de nous décomposer cette substance. Si tu en extrais un principe quelconque, je le nomme d'avance la diaboline, car en voulant la comprimer, nous venons de briser une presse hydraulique. Voyons cela, s'écria joyeusement le chimiste. Ce sera peut-être un nouveau corps simple. Monsieur, dit Raphaël, c'est tout simplement un morceau de peau d'âne. Monsieur, reprit gravement le célèbre chimiste. Je ne plaisante pas, répliqua le marquis en lui présentant la peau de chagrin. Le baron Jaffé appliqua sur la peau les houppes nerveuses de sa langue si habile à déguster les sels, les acides, les alcalis, les gaz, et dit après quelques essais « Point de goût. Voyons, nous allons lui faire boire un peu d'acide phthorique. » Soumise à l'action de ce principe, si prompt à désorganiser les tissus animaux, la peau ne subit aucune altération. « Ce n'est pas du chagrin, s'écria le chimiste.
Nous allons traiter ce mystérieux inconnu comme un minéral et lui donner sur le nez en le mettant dans un creuset infusible où j'ai précisément de la potasse rouge. » Jaffet sortit et revint bientôt. « Monsieur, dit-il à Raphaël, laissez-moi prendre un morceau de cette singulière substance. Elle est si extraordinaire. »« Un morceau ?» s'écria Raphaël, « pas seulement la valeur d'un cheveu. D'ailleurs, essayez, dit-il d'un air tout à la fois triste et goguenard. Le savant cassa un rasoir en voulant entamer la peau. Il tenta de la briser par une forte décharge d'électricité, puis il la soumit à l'action de la pile voltaïque. Enfin, les foudres de sa science échouèrent sur le terrible talisman. Il était 7 heures du soir. Planchette, Jaffet et Raphaël, ne s'apercevant pas de la fuite du temps, attendaient le résultat d'une dernière expérience. Le chagrin sortit victorieux d'un épouvantable choc auquel il avait été soumis grâce à une quantité raisonnable de chlorure d'azote. « Je suis perdu !» s'écria Raphaël. « Dieu est là, je vais mourir !» Il laissa les deux savants stupéfaits. « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l'Académie. Nos collègues s'y moqueraient de nous, » dit Planchette au chimiste après une longue pause pendant laquelle ils se regardèrent sans oser se communiquer leurs pensées. Les deux savants étaient comme des chrétiens sortant de leur tombe sans trouver Dieu dans le ciel. La science, impuissante. Les acides, au clair. La potasse rouge, déshonorée. La pile voltaïque et la foudre, deux bilboquets. Une presse hydraulique fendue comme une mouillette, ajouta Planchette. Je crois au diable, dit le baron Jaffet, après un moment de silence. Et moi à Dieu, répondit Planchette. Tous deux étaient dans leur rôle. Pour un mécanicien, l'univers est une machine qui veut un ouvrier. Pour la chimie, cette œuvre d'un démon qui va décomposant tout, le monde est un gage doué de mouvement. « Nous ne pouvons pas nier le fait, reprit le chimiste. Bah, pour nous consoler, messieurs les doctrinaires ont créé ce nébuleux axiome, bête comme un fait. »« Ton axiome, répliqua le chimiste, me semble à moi fait comme une bête. » Ils se prirent à rire et dînèrent en gens qui ne voyaient plus qu'un phénomène dans un miracle. En rentrant chez lui, Valentin était en proie à une rage froide. Il ne croyait plus à rien. Ses idées se brouillaient dans sa cervelle, tournoyaient et vacillaient comme celles de tout homme en présence d'un fait impossible. Il avait cru volontiers à quelques défauts secrets dans la machine de Spiegelter. L'impuissance de la science et du feu ne l'étonnait pas, mais la souplesse de la peau quand il la maniait, mais sa dureté lorsque les moyens de destruction mis à disposition de l'homme s'étaient dirigés sur elle, l'épouvantait. Ce fait incontestable lui donnait le vertige. « Je suis fou, » se dit-il. « Quoique depuis ce matin je sois à jeun, je n'ai ni faim ni soif, et je sens dans ma poitrine un foyer qui me brûle. » Il remit la peau de chagrin dans le cadre où elle avait été naguère enfermée, et, après avoir décrit par une ligne d'encre rouge le contour actuel du talisman, il s'assit dans son fauteuil. « Déjà 8 heures, s'écria-t-il, cette journée a passé comme un songe. » Il s'accouda sur le bras du fauteuil, s'appuya la tête dans sa main gauche et resta perdu dans une de ces méditations funèbres, dans ces pensées dévorantes dont le secret est emporté par les condamnés à mort. « Ah, Pauline !» s'écria-t-il, « pauvre enfant, il y a des abîmes que l'amour ne saurait franchir malgré la force de ses ailes. » En ce moment, il entendit très distinctement un soupir étouffé et reconnut, par un des plus touchants privilèges de la passion, le souffle de sa Pauline. « Oh, se dit-il, voilà mon arrêt. Si elle était là, je voudrais mourir dans ses bras. » Un éclat de rire, bien franc, bien joyeux, lui fit tourner la tête vers son lit. Il y vit à travers les rideaux diaphanes la figure de Pauline, souriant comme un enfant heureux d'une malice qui réussit. Ses beaux cheveux formaient des milliers de boucles sur ses épaules. Elle était là, semblable à une rose du Bengale sur un monceau de roses blanches. « J'ai séduit Jonatas, dit-elle. « Ce lit ne m'appartient-il pas, à moi qui suis ta femme ? Ne me gronde pas, chérie.
Je ne voulais que dormir près de toi, te surprendre. Pardonne-moi cette folie. » Elle sauta hors du lit par un mouvement de chatte, se montra radieuse dans ses mousselines et s'assit sur les genoux de Raphaël. « De quel abîme parlais-tu donc, mon amour ?» dit-elle en laissant voir sur son front une expression soucieuse. « De la mort. »« Tu me fais mal, » répondit-elle. « Il y a certaines idées auxquelles nous autres pauvres femmes, nous ne pouvons nous arrêter. Elles nous tuent. Est-ce force d'amour ou manque de courage? Je ne sais. La mort ne m'effraie pas, » reprit-elle en riant. « Mourir avec toi demain matin, ensemble dans un dernier baiser, ce serait un bonheur. Il me semble que j'aurais encore vécu plus de 100 ans. Qu'importe le nombre de jours si dans une nuit, dans une heure, nous avons épuisé toute une vie de paix et d'amour. » « Tu as raison. Le ciel parle par ta jolie bouche. Donne que je la baise, et mourons, » dit Raphaël. « Mourons donc, » répondit-elle en riant. Vers les 9 heures du matin, le jour passait à travers les fentes des persiennes. Amoindri par la mousseline des rideaux, il permettait encore de voir les riches couleurs du tapis et les meubles soyeux de la chambre où reposaient les deux amants. Quelques dorures étincelaient. Un rayon de soleil venait mourir sur le molle édredon que les jeux de l'amour avaient jeté par terre. Suspendue à une grande psyché, la robe de Pauline se dessinait comme une vaporeuse apparition. Les soulets mignons avaient été laissés là, loin du lit. Un rossignol vint se poser sur l'appui de la fenêtre. Ses gazouillements répétés, le bruit de ses ailes, soudainement déployées quand il s'envola, réveillèrent Raphaël. « Pour mourir, » dit-il en achevant une pensée commencée dans son rêve, « il faut que mon organisation, ce mécanisme de chair et d'os animé par ma volonté, et qui fait de moi un individu homme, présente une lésion sensible. Les médecins doivent connaître les symptômes de la vitalité attaquée et pouvoir me dire si je suis en santé ou malade. » Il contempla sa femme endormie qui lui tenait la tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les tendres sollicitudes de l'amour. Gracieusement étendue comme un jeune enfant, et le visage tourné vers lui, Pauline semblait le regarder encore en lui tendant une jolie bouche entr'ouverte par un souffle égal et pur. Ses petites dents de porcelaine relevaient la rougeur de ses lèvres fraîches sur lesquelles errait un sourire. L'incarnat de son teint était plus vif, et la blancheur en était pour ainsi dire plus blanche en ce moment qu'aux heures les plus amoureuses de la journée. Son gracieux abandon, si plein de confiance, mêlait au charme de l'amour les adorables attraits de l'enfance endormie.